Imaginez un instant. La plus grande déflagration géopolitique de l'année s'est produite en silence, éclipsée par l'actualité occidentale. À Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, un événement d'apparence anodine a fissuré le mythe séculaire de la domination militaire occidentale en Afrique de l'Ouest. Ce n'était ni une révolution sanglante, ni une intervention spectaculaire, mais la livraison, au grand jour, de véhicules blindés et de batteries de lance-roquettes flambant neufs, venus de Chine. Pour la première fois depuis l'indépendance du pays, ces équipements n'étaient ni prêtés, ni offerts sous conditions, ni accompagnés de conseillers étrangers. Il s'agissait d'un achat souverain, négocié et payé par l'État burkinabé, sans surveillance, sans rapport à rendre à Paris, à Washington ou à Bruxelles. Une alliance conclue selon les termes du Burkina Faso, et non dictée par une quelconque puissance tutélaire. Rien dans les grands journaux, aucune brève sur les chaînes d'information. Silence radio. À croire que l'événement n'existait pas. Mais pourquoi une telle omerta, alors que l'histoire basculait sous nos yeux? Ce mutisme n'est pas anodin. Il trahit une crainte profonde, celle de voir tomber le récit d'une Afrique éternellement dépendante, incapable d'assurer sa propre sécurité, condamnée à attendre l'aval des puissances occidentales pour chaque décision stratégique. Ce silence révèle la peur de voir une Afrique debout, qui n'a plus besoin de demander la permission. Pour saisir la portée de ce basculement, il faut remonter le fil du temps et comprendre comment le Burkina Faso, pays enclavé parmi les plus pauvres du monde, est parvenu à briser une chaîne qui semblait indestructible. Ce matin du 10 octobre 2025, Ouagadougou s'éveillait sous une lumière douce, comme chaque jour. Mais ce matin-là, le destin du pays, et par ricochet, celui d'une grande partie du continent africain, s'apprêtait à changer de cap. Sur l'esplanade militaire, le capitaine Ibrahim Traoré, jeune chef d'État, orchestrant une cérémonie sobre, mais lourde de sens, réceptionnait un arsenal flambant neuf, véhicules blindés étincelants, batteries de lance-roquettes, système de défense anti-aérienne. Sans tambour ni trompette, la scène signait la fin d'une époque. Ce n'était pas la première livraison d'armes au Burkina Faso, loin s'en faut. Depuis l'indépendance, le pays, confronté à l'insécurité chronique, avait vu défiler des cargaisons entières, venues de France, des États-Unis, de Russie ou d'ailleurs. Mais jamais, auparavant, la propriété de ces armes n'avait été aussi clairement affirmée. Jamais l'initiative n'était venue du pays lui-même. Pour comprendre, il faut se rappeler les décennies précédentes. Pendant des années, la défense du Burkina Faso reposait sur la générosité conditionnelle de ses alliés occidentaux. Les véhicules arrivaient souvent d'occasion, les munitions étaient rationnées, les équipements obsolètes. Le moindre projet d'opération nécessitait l'aval d'experts venus d'ailleurs, et chaque don s'accompagnait d'un cortège de recommandations, de rapports à remplir, de visites d'audit. On se souvient par exemple de l'épisode de 2013, lorsque l'armée française, dans le cadre de l'opération Serval au Mali, avait prêté quelques blindés au Burkina Faso. Ces véhicules, certes utiles, n'étaient qu'une goutte d'eau dans un océan de besoins, et leur utilisation restait strictement encadrée. Impossible de les déplacer sans en référer à l'état-major français. Cette dépendance opérationnelle se doublait d'une surveillance constante, d'un sentiment d'humiliation à peine voilé. La cérémonie de 2025 tranche radicalement avec ce passé. Pour la première fois, le Burkina Faso ne reçoit pas. Il achète. Il ne mendie pas. Il négocie. Il n'attend pas. Il agit. Le capitaine Traoré, debout devant ses hommes, s'adresse à eux sans fioriture, sans discours creux, sans promesses vagues. « Nous défendons ce qui est nôtre, sans compter sur personne », lance-t-il. Il ne s'agit plus simplement d'un transfert de matériel, c'est un transfert de mentalité. Ce geste, concret et symbolique à la fois, marque la fin d'une ère de tutelle. Il rappelle, par contraste, l'histoire de l'Égypte de Nasser au lendemain de la crise de Suez, lorsque le pays s'était tourné vers l'Union soviétique pour sortir du giron occidental. Ou encore, l'Inde de Nehru, qui, dans les années 50, avait refusé de se plier à la logique des blocs pour acheter ses premiers chasseurs en réaction à la France, puis à l'Union soviétique, affirmant ainsi son autonomie stratégique. La portée de l'événement dépasse la seule question de l'armement. Elle touche à l'essence même de la souveraineté.
Qui détient le pouvoir de décider? Qui choisit ses partenaires? Qui assume la responsabilité du destin national? Mais comment un pays aussi modeste, enclavé, régulièrement frappé par le terrorisme et la pauvreté, a-t-il pu accomplir ce saut décisif vers l'autonomie? Pour comprendre, il faut revenir sur plusieurs étapes clés de la mutation burkinabé. D'abord, le refus des aides conditionnelles. Longtemps, la coopération internationale se résumait à des dons assortis d'exigences, à des formations imposées, à des audits tatillons. Le Burkina Faso a rompu avec cette logique, préférant investir ses maigres ressources dans la formation de ses propres ingénieurs, dans la rénovation de ses ateliers, dans la consolidation de son tissu industriel local. Prenons un exemple concret. En 2023, l'armée burkinabé a lancé un programme de formation d'officiers mécaniciens et de techniciens en armement. Plutôt que d'envoyer ses meilleurs éléments à l'étranger, elle a fait venir des formateurs du monde entier. Pas seulement de France ou des États-Unis, mais aussi du Brésil, d'Inde, de Turquie. Cette diversification des partenariats a permis au pays d'acquérir une expertise inédite, adaptée à ses besoins réels. Sur le plan économique, le changement est tout aussi radical. Pendant des décennies, l'or, le coton, les arachides et le bétail burkinabé transitaient par des circuits imposés, contrôlés par des maisons de négoce étrangères. Les devises filaient vers l'extérieur, la valeur ajoutée échappait au pays. Dès 2024, le gouvernement a mis en place des accords bilatéraux directs avec la Chine, la Turquie, l'Inde et les Émirats arabes unis. Les récoltes sont désormais échangées contre du matériel de haute technologie, sans passer par la case « dette » du Fonds monétaire international. Prenons le cas de la mine d'or de Houndé. Autrefois exploitée par une multinationale canadienne, sa gestion a été progressivement burkinabéisée. Formation de cadres locaux, renégociation des contrats, taxation accrue des profits expatriés. Les revenus générés servent désormais à financer l'éducation militaire, l'achat de matériel et la construction d'infrastructures de défense. Mais la transformation la plus profonde reste invisible. C'est la révolution psychologique. Pendant des générations, les commandants burkinabés avaient pour réflexe d'attendre la validation de Paris ou de Washington. Désormais, ils décident, corrigent, avancent, parfois se trompent, mais assument. Cette audace nouvelle libère une énergie insoupçonnée. On l'a vu lors de l'opération Comandari en 2025, où une unité locale, agissant sans supervision étrangère, a réussi à libérer un village des mains d'une milice, là où des années de coopération internationale avaient échoué. Les résultats sont spectaculaires. En moins d'un an, l'efficacité opérationnelle s'est nettement améliorée. Les réseaux insurgés, longtemps insaisissables, sont progressivement neutralisés. Les anciens relais d'influence étrangère, habitués à peser sur les nominations, sur les stratégies, sur la répartition des ressources, voient leur pouvoir fondre. Face à cette nouvelle donne, les chancelleries occidentales multiplient les propositions de partenariats renouvelés. Derrière les sourires, l'inquiétude transparaît. Mais la réponse du capitaine Traoré est sans équivoque. Le Burkina Faso choisit l'autosuffisance. Nous dialoguons, mais sur un pied d'égalité. Ignorer ce contexte, c'est manquer l'essentiel. Ce qui se joue dépasse la simple question d'armement. Il s'agit d'un choix de civilisation, d'un refus de la marginalisation, d'une volonté farouche de réinventer l'avenir. La renaissance burkinabé n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans un mouvement qui prend racine dans toute la bande sahélienne et au-delà. L'Alliance des États du Sahel, appelée AES, illustre ce basculement. Née du rapprochement entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, elle ambitionne de bâtir une sécurité collective, sans tuteur, sans traducteur, sans médiateur occidental. Prenons l'exemple du Mali, qui, après avoir rompu avec la France en 2022, a multiplié les partenariats avec la Russie, la Turquie et les Émirats. Ou celui du Niger, qui a expulsé les troupes américaines de la base d'Agadez en 2024, préférant investir dans la formation d'unités spéciales locales. Chacun de ces pays s'inspire, à sa manière, de la doctrine burkinabé. Souveraineté d'abord, alliances choisies ensuite. Le phénomène s'étend à d'autres domaines. Sur le plan économique, les marchés d'exportation se diversifient,
les monnaies alternatives font leur apparition. En 2025, le Burkina Faso a lancé un projet pilote de paiement en yuan et en dirham pour ses achats d'équipements. Cette dédollarisation progressive affaiblit le levier traditionnel de pression occidentale. En matière d'éducation, des universités techniques sont créées à Ouagadougou, Bamako et Niamey, ouvertes aux civils comme aux militaires. On y enseigne la robotique, la cybersécurité, la mécanique appliquée au climat sahélien, avec des intervenants africains, asiatiques et sud-américains. Cette décolonisation des savoirs est une rupture majeure, car elle permet de former une élite capable de penser et d'agir selon les réalités du continent. L'Occident, de son côté, tente de maintenir la main. Les médias multiplient les reportages alarmistes sur la montée des populismes, la dérive autoritaire ou la menace terroriste grandissante. Mais sur le terrain, la perception locale change. Le discours victimaire cède la place à un récit d'initiative, d'innovation, de responsabilité. Pour beaucoup, cette évolution rappelle le basculement de l'Asie du Sud-Est dans les années 70. Après la guerre du Vietnam, des pays comme l'Indonésie, la Malaisie ou la Thaïlande ont pris en main leur sécurité, leurs exportations, leur formation professionnelle. Ils ont cessé de dépendre des bases américaines et des programmes d'aide pour bâtir des industries nationales et former une classe dirigeante locale. Aujourd'hui, ces pays sont des puissances régionales. En Afrique, la révolution silencieuse née à Ouagadougou inspire déjà d'autres capitales. Au Tchad, au Sénégal, en Guinée, des voix s'élèvent pour réclamer le contrôle des ports, des mines, des voies ferrées. Partout, la demande de souveraineté grandit, portée par une jeunesse connectée, informée, décidée à ne plus subir l'histoire. Mais comment transposer ce modèle burkinabé ailleurs? Quelles étapes concrètes pour une Afrique vraiment souveraine? Première étape. Investir dans la formation locale, à tous les niveaux. Ouvrir des écoles d'ingénieurs, de mécaniciens, de cyberdéfense, adaptées aux réalités africaines. Développer des programmes de formation continue pour les cadres militaires et civils. Impliquer la diaspora, riche d'expériences et de réseaux internationaux, dans la transmission de savoirs stratégiques. Deuxième étape. Diversifier les partenaires. Refuser l'exclusivité à une seule puissance. Négocier avec la Chine, la Russie, la Turquie, l'Inde, mais aussi avec le Brésil, le Vietnam, l'Afrique du Sud. Créer des consortiums africains pour acheter le matériel en gros, mutualiser les expertises, partager les retours d'expérience. Ce modèle s'inspire du pooling de l'Union africaine pour les vaccins lors de la pandémie de Covid-19, qui a prouvé qu'une coordination régionale pouvait renforcer le pouvoir de négociation. Troisième étape. Redéfinir le rôle de l'armée dans la société. Au Burkina Faso, les casernes ne servent plus seulement de lieux d'entraînement. Elles sont devenues des centres de production agricole, des ateliers de réparation, des écoles techniques. Les soldats cultivent, transforment, innovent. Ce modèle, hérité de l'expérience israélienne des années 50 ou de la doctrine sud-coréenne, renforce le lien entre armée et nation, réduit la précarité, diffuse la discipline et la fierté. Quatrième étape, réformer la gestion des ressources naturelles. Renégocier les contrats miniers, imposer des règles de transparence et de redistribution, investir les recettes dans l'éducation, la santé et la sécurité. L'exemple de la Norvège, qui a su utiliser ses revenus pétroliers pour bâtir un fonds souverain, montre que la maîtrise des ressources peut transformer un pays pauvre en puissance régionale. Cinquième étape. Affirmer une diplomatie active, tournée vers la défense des intérêts nationaux. Négocier d'égal à égal avec tous les partenaires. Refuser la logique de l'assistance, préférer celle du partenariat. Participer de manière proactive aux forums régionaux et internationaux. S'inspirer du Rwanda, qui, malgré sa taille modeste, est devenu un acteur incontournable en Afrique de l'Est grâce à une diplomatie agile et à des choix stratégiques audacieux. La souveraineté, au Burkina Faso comme ailleurs, n'est plus un slogan. Elle se lit dans chaque détail. Un uniforme cousu localement, une arme assemblée dans un atelier national, une tactique élaborée par des officiers formés sur place. Elle s'incarne dans la capacité à dire non à l'ingérence, à refuser l'humiliation,
à défendre ses choix contre vents et marées. Ce changement de paradigme entraîne une transformation du moral national. L'armée, longtemps perçue comme consommatrice d'aide, devient la colonne vertébrale de la société. Chaque succès, chaque progrès, nourrit la fierté populaire. Dans les écoles, les marchés, les villages, le discours de la résignation recule, remplacé par celui de l'initiative et de la responsabilité. Mais la route est longue. Les défis restent immenses. Corruption, fragilité institutionnelle, menaces terroristes, pression internationale. Il serait naïf de croire que la transition vers l'autonomie se fera sans heurts. Des résistances internes subsistent, certains groupes nostalgiques de l'ancien ordre tentent de freiner la réforme. Les puissances étrangères n'ont pas dit leur dernier mot. Pourtant, l'élan est là. L'histoire est en marche. L'onde de choc partie de Ouagadougou traverse déjà les frontières. L'Afrique n'attend plus. Elle construit, expérimente, invente. Elle tire les leçons de ses propres erreurs, mais aussi des succès lointains. La Corée du Sud, passée de la misère à la puissance technologique en 2 générations. Le Brésil, qui a bâti une industrie aéronautique nationale malgré l'embargo américain. Le Vietnam, qui a su transformer la guerre en levier de modernisation. La révolution silencieuse burkinabé s'étend ainsi bien au-delà de la simple question militaire. Elle invite chaque peuple à se réapproprier son destin, à refuser la fatalité, à investir dans ses propres forces. Elle rappelle que la liberté ne se reçoit pas, elle se conquiert, au prix du courage, du travail et d'une vigilance permanente. Ne pas saisir cette leçon, c'est risquer de rester prisonnier du cycle de l'aide et de la frustration. Le coût de l'inaction, ce n'est pas seulement la stagnation, c'est l'humiliation persistante, la jeunesse qui s'exile, les rêves collectifs qui s'effilochent. Mais pour ceux qui osent, l'avenir s'ouvre. Le Burkina Faso prouve qu'il est possible d'inverser la vapeur, de transformer la faiblesse en force, de bâtir une sécurité qui n'obéit à aucune autorité extérieure. Chaque choix de souveraineté influence la richesse, la réputation et la confiance d'un peuple. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est la capacité d'un continent à tenir son avenir entre ses mains. Refuser l'impuissance, c'est choisir d'investir chez soi, de bâtir une sécurité, une économie, une dignité qui ne dépendent plus de la bienveillance d'autrui. Alors, la vraie question se pose. Où vous situez-vous? Êtes-vous prêt à rester simple témoin ou à rejoindre cette révolution silencieuse, à votre échelle? À chacun de décider s'il subit l'histoire ou s'il la crée. La responsabilité n'est plus ailleurs. Elle est ici, maintenant. L'Afrique avance sans attendre. Et vous?